Plein Lado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein Lado aujourd'hui, et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, mes invités ne sont pas là. Ils ne sont pas là parce que je ne les ai pas invités, car aujourd'hui c'est le petit coup de gueule personnel. Ça n'était pas arrivé depuis le début de l'émission, et c'est pourquoi, chers auditeurs, je vais vous raconter qu'est-ce qui motive cette émission personnelle, où je vais vous raconter quelques théories éducatives, des histoires aussi d'adolescents, et aussi ce qui a motivé cette émission, et depuis le début, depuis sa création de Plein Lado. Alors on va commencer par le titre de Plein Lado. Plein Lado, c'est effectivement un petit jeu de mots entre plein de choses qui vont se passer ici pour les ados, dont on va discuter. Vous l'avez suivi depuis le début. J'ai amené des invités, des éducateurs, des gens qui se battent au jour le jour pour que les adolescents aient leur place dans la société, pour qu'ils soient bien, pour que leurs parents se sentent à l'abri des problèmes, etc. On a rencontré énormément d'adolescents aussi, des adolescents d'ici, des adolescents de Routslaret, des gens qui ont fait leur alia depuis longtemps, des gens qui ont fait leur alia depuis moins longtemps. Et aujourd'hui, c'est peut-être le temps de faire un peu le point sur ce qu'on a fait un peu dans le passé de cette émission déjà, et sur ce qu'on va faire dans le futur, et quels sont les projets qu'on va essayer de mener avec Studio Kalita pour les adolescents très bientôt en Israël. Donc pour ça, j'ai besoin de vous faire une petite introduction sur le propos de mon émission. Et ça va se passer de la façon suivante. Si vous ouvrez Internet et vous mettez le mot adolescent, en général, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir deux catégories de problématiques. Les adolescents qui sont victimes, et ça, il y en a plein, un adolescent violé, un adolescent écrasé, un adolescent torturé, un a été enfermé par ses parents, un a été racketté par des copains à l'école. Les adolescents qui sont victimes de comportements radicaux ou anormaux, etc., il y en a légion, il y en a plein Internet. Si vous vous abonnez, par exemple, aux alertes Google, qui vous envoie toutes les informations dans le monde où il y a le mot adolescent qui apparaît, ben vous allez vous apercevoir que cette première catégorie, effectivement, les enfants victimes, est assez énorme. Mais il y a une deuxième catégorie qui est assez étonnante, c'est que dans le même souffle à peu près, il y a les adolescents bourreaux, c'est-à-dire ceux qui sont peut-être d'ailleurs les mêmes, qui dans la cour d'école vont frapper votre enfant, vont racketter, vont faire des bêtises, vont aller brûler des voitures le samedi soir dans les banlieues. Et ces adolescents sont parfois très jeunes et sont déjà sur le chemin un peu de la délinquance. Alors la question qu'on va se poser ici, c'est comment ils en sont arrivés là, comment on est un enfant victime, comment on est un enfant bourreau, et surtout comment on y arrive, qui a priori, parce qu'a priori, ces enfants-là ont des éducateurs autour, ont des profs à l'école, ont des adultes dans la rue qui les regardent et ont des parents à la maison, des grands frères. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a une possibilité pour cet enfant-là, soit de dévier complètement et de devenir un bourreau, quelqu'un qui fait du mal aux gens et à la société, et qu'est-ce qui va faire que des fois, il est la victime, celui qui ne sait pas se défendre, et on a beau lui dire, et des parents des fois très bien intentionnés disent « Quoi, on t'a frappé à l'école ?» Eh bien, rends les coups, mon fils, rends les coups. Oui, ben, un enfant gentil, bien élevé, etc., ne sait pas rendre les coups. Par contre, un enfant qui a été mal élevé, qui a été depuis longtemps, qui est sorti un peu des rails de l'éducation conventionnelle, lui, il sait se battre, il n'a pas peur des coups, il a souvent une petite arme ou quelque chose. En grandissant, il va avoir un point américain. Vous envoyez votre fille au casse-pipe une fois de plus, sur un comportement en plus auquel il n'adhère pas. Et c'est un problème. Alors, on va faire, lors de cette émission, un tout petit cours d'éducation. Je vais revenir sur certains principes aussi importants. Et puis, je vais vous raconter des histoires plus tristes et des histoires plus jolies aussi, des petits trucs d'éducateurs techniques qui vont vous permettre de donner un peu de la perspective à cette affaire des adolescents. On commence tout de suite. Début du petit cours. Vous êtes avec moi? On y va. Alors, les deux grands principes qui gèrent l'adolescence et l'enfance, etc., dès qu'un enfant naît, dès qu'un bébé voit le jour et qu'il voit sa maman, d'ailleurs son premier mot, ça va être très souvent « maman, maman » quand il va grandir un peu, parce que la maman remplit tout son univers, eh ben, c'est la protection. Vous qui avez été maman ou papa, vous le savez très bien, le rôle le plus important d'un parent, ça va être de protéger son enfant. Comment on protège son enfant? Au début, on n'en sait rien.
On fait des choses instinctivement. On fait des choses comme nos parents les faisaient. On les a vus comme notre oncle faisait, comme les mamans dans la rue. Et puis finalement, on a des livres aussi sur lesquels on peut s'appuyer qui nous apprennent les différentes techniques pour donner un biberon. Mais en tout cas, notre enfant est tellement incapable de s'autogérer, même de manger tout seul. Et quand il a peur, il cherche sa maman, son papa. Et ben, cette protection, ce rôle de protecteur, ça va être votre premier rôle de parent. Votre premier enfant qui vous rend parent, comme disait Dolto, ce premier enfant qui va faire de vous un parent, il fait aussi de vous un protecteur, un super-héros protecteur. Et à partir de ce moment et jusqu'à votre mort, vous allez être le protecteur de votre enfant, cette espèce de super-héros qui est là pour subvenir à ses besoins et faire en sorte qu'il n'arrive rien à votre enfant, qu'il puisse grandir normalement. Ça a l'air très simple comme ça sur le papier, mais c'est très compliqué dans les faits. Parce que protéger son enfant, c'est protéger son enfant des fois contre lui-même. Vous le savez très bien, vous avez tous empêché votre enfant des fois de toucher le feu, de toucher le gaz, de s'approcher d'un couteau qui coupe, de ne pas embêter un adulte qui pourrait lui donner un coup de pied s'il n'était pas content, de ne pas s'approcher du chien des voisins qui est trop souvent lâché, etc., etc. Vous devez être au four et au moulin tout le temps pour protéger votre enfant. Mais pas seulement des dangers physiques, des fois c'est des dangers moraux, le protéger du téléphone, le protéger de la télévision, le protéger des programmes qu'on n'avait pas vu venir et qui lui enseignent des valeurs et qui lui montrent des choses qu'il n'aurait pas dû voir obligatoirement. Et toute la journée, vous avez ce masque de protecteur, de super-héros qui fait que vous devez l'amener, vous, vers l'âge de 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, dans la sécurité maximale. Or, vous ne pourrez pas être là partout, tout le temps, et vous le savez très bien, ça vous angoisse un peu quelque part, mais c'est le rôle du parent. À partir du moment où tu choisis d'être parent, tu choisis d'être un super-héros protecteur. Des fois, l'enfant, d'ailleurs, va attendre beaucoup trop de toi. Vous pourriez être attaqué par une bande dans la rue de 10 personnes. L'enfant va se tourner vers son papa en espérant qu'il aille le sauver de tout et qu'il se mette en rideau protecteur, ce qui va probablement se passer, mais le résultat n'est pas garanti dans tous les coups. Mais ce qui rend un peu la tâche compliquée aux parents, c'est que à côté de ça, il faut, à côté de la protection, il faut faire confiance à son enfant. Sans confiance, un enfant ne grandit pas. Vous allez lui faire confiance tout petit pour prendre son biberon tout seul, petit à petit. Quand vous ne faites pas confiance assez vite, l'enfant va vous montrer lui-même. Demain, il va falloir aussi lui faire confiance pour qu'il marche tout seul, alors que vous avez très peur qu'il tombe, qu'il se cogne à la table. Et les premiers pas sont toujours très délicats. On est un peu comme un équilibriste. Et bien, il n'empêche que vous allez devoir tenter tout le temps d'équilibrer entre cette confiance et cette protection. Je veux protéger. D'un autre côté, si je protège trop, si je surcouve, eh ben, mon enfant ne peut pas grandir, il ne peut pas grandir normalement. D'autant plus qu'il va être confronté à d'autres personnes. Quand il va aller à l'école, non seulement vous n'êtes pas là, mais en plus, il faut qu'il développe une capacité de se protéger tout seul, de répondre, d'écarter, de renvoyer une demande, etc., de dire non, tout simplement. Eh bien, tout ça, ça va être dans votre éducation, dans ce que vous allez lui apprendre, dans ce que vous allez lui raconter. On va y revenir tout à l'heure, mais il n'empêche que ça va être la façon peut-être la meilleure de le protéger, c'est de lui créer un bouclier éducatif. Un bouclier éducatif, c'est-à-dire donner assez de valeur, donner assez d'histoire, donner assez de perspective, de consistance à votre éducation pour que l'enfant puisse se protéger aussi tout seul. On va fermer cette petite parenthèse parce que je vais vous raconter 2 ou 3 petites histoires où aujourd'hui, on ne sait pas tellement comment prendre position dans la société parce qu'on a un instinct qui nous dit des choses. D'un autre côté, il y a des gens qui vont vous raconter d'autres histoires ou d'autres façons d'appréhender un peu la paternité, la maternité, etc. Le côté parental qui est chez vous très clair, on a vu qu'il va être composé de ces 2 choses-là. Je vais donner beaucoup de valeur à mon enfant, je vais lui expliquer beaucoup de choses, je vais donner cette perspective-là, je vais le protéger, je vais lui faire confiance. Et d'un autre côté, il y a des gens qui vont vous interpeller. Ce matin, par exemple, je lisais un article sur le site Ynet de Yediot Aharonot, un article qui racontait la chose suivante. Il faisait parler une fille qui veut être Al-Horit. Alors, qu'est-ce que c'est Al-Horit ? Ben, c'est une fille qui disait moi, je veux jamais être mère. Je sais déjà, j'ai 18 ans, mais je sais déjà que je ne veux pas être maman. Ça ne m'intéresse pas les enfants, j'ai pas envie de grossir.
d'avoir des grosses cuisses, etc. J'ai pas envie de souffrir à l'accouchement, j'ai pas envie de gâcher ma jeunesse avec 1 ou 2 enfants dont je vais devoir m'occuper tout le temps et qui pleurent la nuit, qui vont m'empêcher de développer une carrière normalement. Je suis Al-Horite. Ça ne m'intéresse pas, les enfants ne m'intéressent pas. Voilà un nouveau prototype qui ne sort pas de la Bible ou des schémas conventionnels. Moi, je suis Al-Horite. Et quand les Al-Horiotes vont se multiplier, que votre enfant va venir vous demander Papa, mais pourquoi vous avez fait des enfants alors qu'aujourd'hui, il y a des Al-Horiotes, il y a des filles qui expliquent que c'est pas obligatoirement bien. La fille, par exemple, qui parle dans Ynet, explique de façon très crue que c'est ce qui peut arriver de pire à une fille d'être mère, parce que sa vie, quelque part, est terminée. La vie qu'elle avait connue, les choses qu'elle aimait, peut-être les grands voyages qu'elle imaginait, et ben tout ça est terminé. Et votre enfant va vous interpeller, il vous interpelle en continu toute la journée. Il y a des questions. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi comme ci, pourquoi comme ça. Et je vous donne déjà 2 ou 3 questions qui vont arriver bientôt. Il y a de plus en plus de couples composés de 2 hommes ou de 2 femmes qui se déclarent être non seulement des couples normaux, tout à fait normatifs, mais qui en plus veulent éduquer un enfant, élever un enfant, adopter un enfant, etc., pour le faire grandir chez eux. Demain, votre enfant va vous demander qu'est-ce que vous en pensez, où est votre position, pourquoi vous vous êtes pas marié avec un garçon et l'autre avec une fille. Toute la journée, la société vous envoie aujourd'hui un feedback où vous devez, devant vos enfants, avoir des positions. Et c'est valable tout le temps, surtout quand vous êtes juif en France. Votre enfant, il va dire pourquoi on n'a pas fait la Alia. Si vous avez fait la Alia, mais pourquoi on a fait la Alia? Pourquoi on est venu? Pourquoi on est monté? Vous allez vous apercevoir qu'être parent, c'est très difficile parce que si on a dit qu'il fallait protéger son enfant, alors ça avait l'air très simple tant qu'il faut le protéger, l'empêcher de faire des petites bêtises. Mais à partir du moment où il arrive avec des positions, et ça va être le cas quand il va grandir, quand il commence à être adolescent, de plus en plus, il sent qu'il a des capacités intellectuelles qui sont développées, que physiquement, il est capable de plus tenir le coup. Et il vient des fois vous confronter, il vient vous affronter même sur des terrains où si vous n'êtes pas prêt, ou si vous n'avez pas réfléchi à ça, ou si vous n'avez pas une position tout à fait claire, eh ben, il va vous bousculer. Il va vous bousculer parce qu'il est dans son processus de séparation qui commence à peine, mais il va devoir être un être indépendant demain. Donc, commencer ce processus de séparation avec vous. Et dans ce processus-là, il va bousculer un peu les idoles d'hier qui étaient papa et maman pour en savoir plus, pour savoir quelles sont vos vraies positions, pour savoir même comment se déterminer par rapport à vos positions pour avoir ses positions à lui de demain, en tant qu'individu libre et individu séparé de vous. Et donc, là, vous allez être confronté à une nouvelle problématique. C'est plus juste de la confiance et de la protection pour faire grandir votre enfant, mais qui a 2 ans, 3 ans, qu'on peut facilement berner ou lui expliquer que papa a dit comme ça, maman a dit comme ça. Non, maintenant, il va falloir argumenter, il va falloir expliquer, il va falloir convaincre. Et si vous n'arrivez pas à convaincre, eh ben, il remet en question ou il passe outre. Et votre enfant va de plus en plus tester aussi les limites pour savoir si les limites d'hier sont les mêmes limites qu'aujourd'hui. En général, vous l'avez tous vu, les grandes vacances sont très propices pour tester les limites. Si vous envoyez vos enfants de 6, 7, 8, 9, 10 ans dormir à 8 heures le soir, pendant les grandes vacances, ils vont dire « Papa, maman, c'est les grandes vacances. J'ai envie de dormir un peu plus tard. » Et vous allez dire « Bon, c'est les grandes vacances, c'est pas grave. Maintenant, allez à la rentrée leur expliquer qu'il faut revenir à 8 heures et vous allez voir un nouveau personnage devant vous qui va dire « Ça va, d'accord, il y a école maintenant. Je veux bien reculer un peu, mais les acquis... » Je ne veux pas remettre en question mes acquis. Je me suis habitué à dormir à 10 heures, 11 heures, peut-être minuit. Je n'ai pas envie de reculer, moi, ce que j'ai gagné. Et là, vous allez vous apercevoir que vous avez votre histoire de il faut bien dormir pour bien travailler à l'école et des choses très sages que représentent les parents un peu. L'enfant, de l'autre côté, va avoir son propre agenda qui dit il faut que tu aies de plus en plus d'acquis, que tu réussisses de plus en plus de choses. Et par rapport à tout ça, il va falloir vous, comme on dit en ivrite, leitmodet, ça veut dire avoir une politique et savoir faire front. Et des fois, on s'aperçoit que des parents ne savent pas faire front par rapport à ces problématiques. D'autres fois, la problématique va être un peu différente. Vous allez être interpellé sur une expérience où vous n'avez pas obligatoirement les bonnes réponses. Je vais vous donner un exemple. Dans les années 70, il y avait un courant très très fort dans les kibbutzim qui disait
On va créer des enfants, une nouvelle race un peu d'enfants, beaucoup plus solidaires, beaucoup plus proches, qui vont être comme des frères les uns avec les autres. Et pour faire ça, il faut les sortir du cocon familial et les amener dans une espèce de salle où ils vont dormir ensemble, où ils vont grandir ensemble, vont manger ensemble, vont vivre ensemble. Et on va avoir une race de personnes, un groupe de gens très, très, très solidaires, très proches. Alors que l'individualisme qu'il y a dans les familles normales, habituelles, est problématique dans plusieurs sens. Alors, quand vous entendez un truc comme ça, l'instinct normal, ça va être de dire, mais c'est n'importe quoi, un enfant, il a besoin de son papa, il a besoin de sa maman, il a besoin de ses frères et sœurs pour grandir, etc. Sauf que la société vous demande, en plus de vos enfants, ce qu'on a vu tout à l'heure, d'argumenter. Il ne suffit pas de dire instinctivement, de répéter les modèles de vos parents. De plus en plus, on vous pousse à argumenter. Tu as quelque chose à dire, tu le penses, argumente. Prouve que ce n'est pas en séparant les enfants de leur famille, etc., qu'on arrive aux meilleurs résultats. Prouve-le. Explique-toi, donne tes références. Et si tu n'en as pas, eh ben, tu vas être bousculé parce qu'aujourd'hui, on est dans un siècle où on bouscule un peu tout. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce qu'on peut se demander, avec les téléphones portables, avec les télévisions, avec le monde virtuel, etc., si on est encore pertinent, si nous encore, les parents, on est encore pertinent, et si on ne va pas nous regarder un jour en nous disant « Ah oui, mais vous êtes un peu problématique parce que le monde évolue, le monde change, et maintenant, c'est plus comme ça que ça marche, c'est plus les cellules familiales telles que vous les avez connues, c'est plus les mêmes envies, et ces fameuses filles qui ne voulaient pas avoir d'enfants par an arrivent et vous disent « Vous êtes has-been, c'est fini, c'est dépassé tout ça ». C'est dépassé. Maintenant, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Et s'il y a Dieu dans la Tmouna, mais dans l'affaire. Mais en tout cas, on joue notre carte personnelle. Il n'y a plus de schémas qui sont valables pour tout le monde. Chacun son schéma un peu personnel. Eh ben, votre enfant est confronté à tout ça. Vous êtes confronté à tout ça. Et il faut avoir une politique. Si on n'a pas de politique, on va craindre le pire. Et si vous écoutez les adultes, toujours, ils disent « Ah, avant, c'était pas comme ça. On avait des valeurs, on écoutait. » Les enfants d'aujourd'hui, ils veulent comme si, il y a l'enfant roi, il y a l'enfant comme ci, il y a l'enfant comme ça. Ils sont très problématiques. On a l'impression des fois que c'est vrai. On ne sait pas que vont devenir nos enfants à l'ère virtuelle. On se pose plein de questions. Et c'est pour ça aussi qu'on est là un peu pour essayer de répondre même à ces interrogations. Et pour le faire, on va passer à une petite histoire que je vais vous raconter tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission et qui va vous montrer que des fois, on s'inquiète un peu pour rien parce que nos enfants, quand il y a des défis, très souvent, ils arrivent à se mettre à la hauteur des défis. Comment le font-ils ? On va le voir tout de suite. À tout de suite. Ok, alors on a parlé tout à l'heure de confiance et de protection, qui étaient les deux gros piliers de l'éducation. Mais maintenant, on va voir ce dont a besoin l'enfant pour grandir, pour devenir un ado sympa, responsable. Et pour voir ça, il faut que je vous apprenne d'abord un petit principe, et ensuite on va le voir dans une histoire. Le petit principe est le principe suivant, c'est le principe identitaire. On avait dit tout à l'heure que les parents vont donner de la perspective, vont raconter des histoires de famille, vont raconter comment ils sont arrivés en Israël, pourquoi ils ont fait ce choix, pourquoi ils ont fait un autre choix, et que tout ça, découvrir chez l'enfant quelle est son identité, qu'il est juif, qu'il est religieux, pas religieux, qu'on a choisi d'habiter Lyon, Marseille ou Paris parce qu'on avait été renvoyé de Tunisie ou du Maroc, on a été obligé un peu de partir, qu'on a choisi ensuite d'aller en Israël. Tout ça, ce sont des éléments identitaires qui permettent à l'enfant de savoir qui il est tout simplement, d'où il vient, comment il s'est retrouvé là, pourquoi on l'appelait avec ce prénom-là. Très souvent, ça va être le prénom de son grand-père, qui est un élément identitaire aussi. Qui était mon grand-père, où il habitait, qu'est-ce qu'il faisait, quel était son caractère. Et toutes ces choses-là vont faire que, et vous allez vous en rendre compte très facilement, un enfant va même réclamer des éléments identitaires. J'ai besoin de savoir qui je suis. Parce que si je sais qui je suis, je sais comment je me comporte. C'est très simple ce principe-là, mais il faut bien le comprendre parce que dans l'histoire que je vais vous raconter après, ce principe va revenir, ainsi qu'un deuxième principe dont je vais parler tout de suite. Mais le principe identitaire, c'est un truc très très important dans l'éducation. C'est quels sont les éléments, la perspective, les histoires que vous allez raconter qui vont donner du corps à ce qu'est l'enfant lui-même, qui vont lui donner une perspective, qui vont lui permettre de se confronter avec d'autres mondes
En France, c'était particulièrement vrai quand on avait affaire à des cultures qui n'étaient pas les nôtres, à des habitudes qui n'étaient pas les nôtres. Quand on devait aller à l'école, alors qu'on était un petit juif religieux, mais parce que l'école laïque, il y avait aussi l'école Shabbat, et que d'un coup, on disait, mais mon identité, c'est de faire Shabbat. Et puis ton père te disait, ouais, mais ici, l'école laïque, il nous oblige de... Alors quand tu pourras aller à l'école juive, on verra, ça sera différent. Mais pour l'instant, c'est pas différent. Et tout ça, c'est mélangé dans la tête de l'enfant qui essaie de se retrouver, de dire, mais qui je suis? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je veux faire? Cet élément identitaire va passer essentiellement par les parents, mais pas seulement. Ça va passer aussi par les grands-parents, ça va passer par des gens qui sont autour, ça va passer par des amis, ça va passer finalement par les rencontres que votre enfant va faire. Et une des grosses bases de l'éducation, c'est d'essayer de faire rencontrer à vos enfants le maximum de personnes sympas, intéressantes. Quelque part, si on devait résumer, c'est pas tellement les choses qui vont se passer dans la jeunesse de l'enfant qui vont fixer ce qui va être un peu demain. C'est plus souvent les choses qui vont pas se passer, qui vont fixer ce qui va être demain. J'essaie de m'expliquer. Il y a un tas de petites angoisses de la vie qui viennent de la vie elle-même, du fait qu'on découvre en grandissant que, par exemple, il y a la notion de mort, que nos proches, peut-être nos parents, vont mourir un jour. C'est traumatisant un peu. Eh ben, ce qui va empêcher le traumatisme de se répandre, de vous influencer, c'est d'avoir une réponse, d'avoir des parents qui te répondent, qui sont positifs, qui sont sympas, qui disent c'est pas grave, qui vont dire on a confiance en Dieu. Oui, peut-être on meurt, mais chez nous, c'est... Et en fait, toutes ces explications, toutes ces histoires, toutes ces légendes, tout ce qui va venir se rajouter va calmer l'enfant et ses petites peurs. Et très souvent, on s'aperçoit qu'il y avait, oui, un terrain traumatique, un terrain capable d'être traumatisé à la base parce qu'il n'y avait pas de réponse à tout dans le monde. Et quelque part, les parents, le père, la mère, viennent apporter des réponses et des éléments identitaires. Et le grand-père va te calmer parce qu'il va t'expliquer que tu es d'une lignée de héros ou de type important. Et tu vas t'apercevoir que tu es de la lignée aussi de David Ameller, qui avait tué le méchant géant qui voulait embêter le peuple juif, etc. Et toutes ces choses-là font que tu te réclames d'éléments identitaires qui vont finalement rassurer un peu les petites angoisses que génère parfois la vie. La deuxième chose qui va être très importante de surveiller chez un enfant, que vous allez devoir apporter en plus de ces éléments identitaires, c'est de le rassurer quant à sa place. Parce que s'il y a un truc qui te donne de la consistance, c'est oui, l'identité d'un côté, de l'autre côté, d'être sûr d'avoir une place. Alors, je ne parle pas seulement de la place sur Beth Knesset, quand vous avez votre place avec un nom, même si c'est très rassurant et quand on vous l'apprend, vous n'êtes pas tout à fait content. Pourquoi vous n'êtes pas tout à fait content? Parce qu'il faut comprendre qu'on grandit, on est un peu comme des plantes. On grandit à partir d'un pot ou d'une terre, on grandit à partir d'une misguérette, on grandit à partir d'un cadre. On est capable d'évoluer à partir du moment où on a compris le cadre à partir duquel on évolue. Et c'est pourquoi la maison va être essentielle, l'école va être essentielle, le mouvement de jeunesse va être essentiel. Toutes ces misgarottes, tous ces cadres-là vous permettent d'avoir des points de repère sur lesquels vous allez vous appuyer pour grandir, sur lesquels vous allez vous construire. Gare à celui qui n'aurait pas d'éléments identitaires forts ou importants ou assez marqués ou assez racontés. Les familles où on ne raconte pas, on donne le moins de précision possible. Les familles qui sortaient de la Shoah ont très peu parlé. Regardez les dégâts dans la deuxième génération. Mais qui je suis? Qui suis-je? Je viens de qui? Chut, on n'en parle pas. Et la deuxième chose, mais alors quelle est ma place? Est-ce que je suis important? Est-ce que je suis aimé? Quelle est la place dans le cœur de mes parents? Quelle est ma place à table, à la maison? Quelle est ma place quand on raconte une histoire? Est-ce qu'on m'attend pour raconter ou est-ce qu'on commence toujours sans moi? Est-ce que j'ai une place dans ma chambre où je suis celui qui a le plus mauvais lit? Mais il suffit qu'il y ait un non-dit des fois et pas obligatoirement une mauvaise intention et l'enfant va comprendre autrement. Il va falloir... Si vous donnez des fois 2 cadeaux à 2 enfants, s'il y en a un qui pense que le cadeau de l'autre il est plus intéressant, c'est souvent le cas. Très souvent, il va penser ça. Ou plus beau, eh ben, il va penser que l'autre est préféré, qu'il a une meilleure place. C'est un truc qui peut empêcher un enfant de dormir. Et toute la journée, même quand vous allez grandir, vous allez voir que vous essayez d'améliorer votre place. Vous essayez de l'améliorer au travail, vous essayez de l'améliorer dans les endroits même où vous faites du volontariat. Vous voulez être chef des volontaires, responsable de président de la communauté, une place claire. Parce que là, je sais qui je suis au niveau identitaire et je sais quelle est ma place. Et à partir de ça, une fois que j'ai les éléments de savoir quelle est ma place, qui je suis, eh bien, ça permet de savoir où je veux aller. Si on n'a pas ces 2 éléments identitaires très forts, qui je suis, que ça soit de plus en plus clair, cette chose-là,
quand ça devient clair, et quelle est ma place. Ma place, je vais essayer de l'améliorer. Mon identité, je vais essayer de la marquer et de me faire aussi une identité propre quand j'arrive à l'adolescence. Oui, moi, j'aime pas la synagogue autant que toi. Oui, moi, j'aime pas ci autant que toi. Moi, je suis plus casse-cou que toi. Vous êtes trop prudent. Et finalement, je me modèle un peu une nouvelle identité et une nouvelle place. Et c'est comme ça que je grandis. Maintenant, quand ces éléments-là ne sont pas sûrs, ou ils sont un peu branlants, ou ils sont pas clairs, ils sont un peu effacés, eh bien, moi-même, je suis pas clair, moi-même, je suis effacé, moi-même, je suis incapable de trop bien m'exprimer, moi-même, je vais faire des bêtises. Très souvent, je vais sortir du rail, puisque le rail n'était pas un endroit qui était clair, qui était aussi barour, qui était aussi clair pour moi. Alors, on va me retrouver hors normes, hors frontières, hors rail. Et des fois, on a l'impression, en regardant nos enfants, des fois, on se trompe aussi. Très souvent, on a l'impression de dire, oh là là, il n'est pas exactement comme nous on était, il est enfermé dans sa chambre, il est tout le temps en train de jouer, il est derrière son écran. On s'inquiète un peu, parce que je vous rappelle, la confiance et la protection, je veux bien lui faire confiance, mais dès que je lui fais confiance, il va jouer avec son téléphone. Il faut que je le protège de ça. D'un autre côté, des fois, la protection et la confiance ont l'air de se cogner, ont l'air de se faire face et de se faire la guerre. Parce que des fois, si je fais trop confiance, je vois bien que je pose un problème à mon fils, qui a trop de crédit, peut devenir un enfant roi qui va répondre à ses parents, etc. Si je ne donne pas assez de confiance, alors il a l'impression d'être tout le temps comme un garçon un peu handicapé, etc., qu'il faudrait aider tout le temps et qui a besoin de soins. Et là, il va vous le faire sentir. Non, je suis Atzmaï, je suis indépendant, je pourrais. Très souvent, on va s'apercevoir que la overprotection, le trop plein de protection va faire en sorte qu'on va parler à un enfant de 15 ans des fois comme si qu'il avait 10 ans. Et ça, c'est un truc que l'enfant ne supporte pas. Il préférerait qu'on lui pose la barre un peu plus haute. On va y revenir tout à l'heure dans les techniques. Mais parfois, on se trompe aussi. On se trompe parce qu'on sous-estime l'enfant. Et pour vous faire comprendre ça, je vais vous raconter une histoire qui est relativement triste, mais qui donne une perspective absolument incroyable sur les capacités de nos enfants. On a moins de temps que ce qu'on croit. Quand on est seul, on croit qu'on a énormément de temps, mais en vrai, on a beaucoup moins de temps que ce qu'on croit parce que j'ai encore plein de trucs à vous raconter. Et la chose que je vais vous raconter se passe en 1974, le 13 mai 74. Alors, pour situer un tout petit peu l'histoire, j'ai pas envie de vous faire un cours d'histoire ici, j'ai juste envie de vous raconter un truc pédagogique absolument incroyable. Mais ce qui se passe ce 13 mai 1974, un peu moins d'un an après la guerre de Kippour, alors que le pays est encore ébranlé par la guerre de Kippour, Israël est en train de se poser plein de questions qui ont réveillé les failles de la guerre, malgré la victoire militaire très importante. Il y a énormément de questions qui agitent la société israélienne, mais les Palestiniens qui sont exilés au Liban ne vont pas laisser Israël trop réfléchir et commencent une vague d'attentats et des tentatives de déstabiliser Israël. Et ce 13 mai, il y a 3 terroristes qui passent la frontière nord d'Israël. Et cette action-là, ce fait de passer, ils vont être repérés, leur passage va être signalé, etc. Sauf qu'on ne va pas les attraper à temps. Je vous passe un peu sur toute l'histoire parce que je veux vraiment arriver au cœur de cette histoire-là, mais je suis obligé de vous raconter un tout petit peu quand même pour que vous compreniez. Ces 3 terroristes vont avancer vers une petite école en descendant un peu depuis la frontière, etc. Ils vont descendre et ils vont rencontrer une école très très malheureuse qui est l'école de Tzfat, une école de Tzfat d'adolescents assez grands, entre 15 et 17 ans, qui eux sont en Tioul Shnati, sont partis de Tzfat pour essayer d'arriver à leur journée de Tioul dans les meilleures conditions. Ils ont pris leur sac de couchage, ils ont pris leurs affaires, il y a leur prof avec eux. Et ils vont monter vers le nord pour essayer d'arriver à un endroit qui était censé être vide et qui se situe dans la petite ville de Maalot. Et quand ils arrivent dans cette école qui était vide, puisque les enfants sont en vacances, ne sont pas là, à Maalot, quand ils vont rentrer là, ils vont avoir le malheur de voir les 3 terroristes qui, entre-temps, n'ont pas pu s'empêcher de tirer sur un tender qui passait, de tuer à côté, au carrefour de l'entrée de Maalot, un couple de gens, etc. Et puis ils descendent vers cette école et ils vont avoir la chance, ces 3 terroristes, de tomber sur des dizaines et des dizaines d'enfants qui sont venus de Tzfat pour leur Tioul Shnati.
Ce drame qui va s'appeler le drame de Mahalot et qui a marqué énormément de choses et de gens en Israël, qui va remettre en question encore peut-être plus de choses que la guerre de Kippour elle-même. Pour la petite histoire, un mois après cette affaire de Mahalot, Golda Meir va démissionner parce que les conclusions de la guerre de Kippour plus ce drame de Mahalot met trop de pression sur le gouvernement. Le Mishmar Ezrachi que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire la police avec un citoyen civil qui tourne dans des voitures, etc., ça démarre après le drame de Mahalot. Ce qui va se passer dans ce drame-là, c'est un truc absolument fou. Une fois que les terroristes vont arriver à l'école, ils vont prendre en otage des dizaines d'enfants. Il y a des gens qui vont réussir à se sauver, dont des profs, et il y aura des discussions en Israël sur comment des profs ont-ils pu abandonner des enfants. Mais grosso modo, c'est l'époque où Israël ne discute pas avec les terroristes. Et à cette époque où Israël ne discute pas avec les terroristes, malgré tout, le pays est partagé parce qu'on dit oui, mais là, c'est des enfants. Des dizaines d'enfants, les terroristes vont attacher des explosifs sur eux, vont les réunir tous à un étage et vont prévenir le monde entier. Si nos conditions ne sont pas acceptées par Israël, nous tuerons tous les enfants. Et à partir de ce drame de Mahalot-là, le gouvernement de Golda Meir se réunit et le Sar HaBitachon, le ministre de la Défense, qui s'appelle Moshe Dayan, va dire, écoutez, on va faire semblant de négocier, on va même montrer à la télé des photos des terroristes qu'on va relâcher, etc. Et en attendant, on va demander à Sayeret Matkal, les commandos les plus forts de l'armée d'Israël, de préparer l'attaque du bâtiment. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais les détails sont assez horribles. Le bâtiment va être attaqué par Sayeret Matkal et il va y avoir probablement, c'est le plus grand nombre d'erreurs qui sont faites par un commando israélien dans l'histoire d'Israël. Probablement ce jour-là, il y a de la malchance, il y a des erreurs, il y a des mauvais calculs, il y a des incompréhensions. Le fait est que les terroristes vont être très très peu inquiétés, vont pouvoir tuer à bout portant des dizaines d'enfants qui sont là. Le bilan est super lourd, il y a énormément de blessés, plus de 20 enfants tués, etc. L'attaque a loupé complètement. La Sayeret s'est trompé d'étage en attaquant, il a lancé un fumigène qui n'aurait pas dû être là, qui a gêné tout le monde. Bon, des problèmes sans fin. Et à la fin de cette histoire-là, qui n'a l'air d'avoir aucun rapport avec notre histoire pédagogique ici présente, eh bien, il va se passer un truc absolument fou. Pour vous expliquer ce qui va se passer, ce truc absolument fou, il faut que je donne une toute petite introduction sur ce qui se passait dans l'esprit des gens qui étaient là. Ce qui se passait dans l'esprit des gens qui étaient là, c'était qu'il fallait absolument trouver les enfants qui étaient décédés, ou bien qui avaient été blessés, ou bien qui étaient sortis sans une égratignure de cette affaire-là. Pour les parents d'enfants, il fallait absolument savoir quelque chose. Alors aujourd'hui, c'est facile, on avait les portables, en 2 minutes, on aurait renseigné les gens, tu sais, ton fils, bon, il s'est passé ça et ça. Là, en l'occurrence, les parents de Tzfat sont complètement retournés par cette affaire. Il y en a qui pleurent, qui piquent des crises de nerfs et qui disent on n'a pas de renseignements, on n'a pas de renseignements. Alors ce qu'ils vont faire, ils vont prendre leur voiture, ils vont tourner dans les hôpitaux du pays pour essayer de voir si leur enfant, avec un peu de chance, est blessé ou bien s'il est sorti indemne et surtout éviter d'apprendre la malheureuse nouvelle, l'horrible nouvelle. À la fin de cette histoire-là, eh bien, le bilan va s'avérer. Et les gens qui ont perdu un enfant, eh ben, ont perdu leur enfant dans l'histoire et vont commencer à faire le deuil, à enterrer leur enfant. Et ça va changer la tête d'Israël complètement parce qu'en Israël, plus que partout au monde, les enfants, c'est kadosh, c'est saint. On ne touche pas les enfants. À partir du moment où des enfants sont morts, et qu'on les a ciblés, qu'on n'a pas réussi, il y a une espèce de chape de plomb qui tombe sur les épaules du pays, et on dit comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à sauver nos enfants. Et bien, il va y avoir un truc absolument incroyable, parce que entre cette affaire de Mahalot et des années après, il y a une famille qui s'appelle la famille Neheman, la famille Neheman de Tzfat, qui avait envoyé une enfant qui s'appelle Ilana, et ils vont apprendre que Ilana est décédée à Tzfat. Est décédé à Mahalot dans le fameux drame, etc. Et il l'enterre. Et puis, avec les années, il y a une espèce de shmoura, une espèce de bruit qui court comme ça, comme quoi il y aurait une lettre au nom d'une fille qui s'appelle Ilana Neheman qui circule dans des mains de gens, d'éducateurs,
qui s'en servent pour faire même des activités, etc. Mais c'est sur des années. Et les parents d'Ilana Neyman vont commencer à rechercher cette lettre en disant « Mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette lettre ? C'est la lettre de notre fille. » Il s'avère qu'un double, parce que l'original n'arrivera jamais dans leurs mains, on va s'apercevoir qu'un khayal avait sorti, un soldat avait sorti les vestes des enfants et surtout des enfants décédés, puisque les autres récupèrent leurs habits et leurs affaires. Et il a trouvé une petite lettre dans la poche d'un blouson de fille et il a sorti cette lettre. Et au lieu d'aller la remettre aux parents, il a fait circuler, il en a parlé à des gens, et la lettre circulait, bougeait dans pas mal de choses. Pourquoi c'est important ? Parce que cette lettre que je vais vous lire très très vite, attention, si vous n'avez pas un cœur bien accroché, elle est très simple cette lettre, mais elle est tellement jolie qu'en éducation, on s'en sert énormément pour essayer de faire comprendre ce que c'est un ado à des gens. Elle dit la chose suivante, et quand ils l'ont repéré, les parents d'Ilana Neyman reçoivent cette lettre des années après, et c'est juste fou quand on dirait un message de l'au-delà. Et la lettre dit la chose suivante. Je vais vous la lire en hébreu, je traduis au fur et à mesure, très très vite, de telle façon à ce que ce ne soit pas gênant. Les Abba, Veima et Karim Shalom, papa et maman, mes chers papa et maman, Shalom. Asha Yarshav Achatesre Baboker. L'heure est 11h du matin. Vani Lodat, Kemashaot, Notrouli Lichiot. Et je ne sais pas combien d'heures il me reste à vivre. Et là, ils comprennent, les parents, qu'Ilana a écrit cette lettre alors qu'elle est attachée avec les bombes des terroristes, etc. Et qu'elle a compris, elle dit on va mourir ici. Maintenant, à quoi ils pensent ? Eh bien, on a dit tout à l'heure que la confiance et la protection, c'est deux armes pour faire grandir les enfants. Mais ce qu'on a oublié de dire, et ce qui est très important, c'est que les enfants ont envie eux aussi de vous protéger, vous les parents, et ont envie de vous faire confiance de façon aveugle. Il ne faut jamais trahir la confiance d'un enfant parce qu'il s'appuie sur vous. Et d'un autre côté, il a tellement peur pour vous aussi. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas les moyens des fois de vous protéger qu'il n'a pas envie. Et regardez comment Ilana va essayer de protéger ses parents. Azani kotevet lachem, c'est pour ça que je vous écris. Ani mitzaeret ima shelo shamati bekoler venasati. Je suis désolé, maman, que je t'ai pas écouté, j'ai voyagé quand même. Ken ani yodat le echart oti leishaer. Je sais, tu m'as pas forcé. T'es une bonne maman. Tu veux pas que me protéger. Tu veux aussi me faire confiance. Tu m'as pas forcé à rester. Aval d'acte, t'avais peur ce jour-là. Ve'edaft shelo etse, t'aurais préféré que je sorte pas. T'avais eu une intuition. Aval yatsati ki yadati et amutal alay. Mais moi, je suis sorti parce que je savais que ce que je devais faire, ce qui était ma mission. רציתי להגיד תודה על החינוך שנתתם לי ועל השנים היפות שעברו עליי. Je voulais vous dire merci pour ce חינוך, cette éducation que vous m'avez donnée, pour les belles années qui sont passées, que j'ai passées avec vous. והכל בזכותכם et tout grâce à vous. עכשיו אני בת 16 וחצי, j'ai 16 ans et demi aujourd'hui, ואם נגזר עליי למות, et s'il a été décidé en haut lieu que je dois mourir, amut besheket, bechavod ou be'emuna, alors je vais mourir en silence, bechavod, avec beaucoup de respect, de kavod et d'emuna et de croyance en Dieu. Ken emuna et zenatatemli, oui, la emuna, c'est vous qui me l'avez donné. Amartemli tamid, chez Lula emuna, vous m'avez toujours dit que sans la emuna, achaim tfelim vekoavim arbeyoter. La vie, elle est beaucoup plus basse, elle est beaucoup plus petite et elle fait beaucoup plus mal. ועכשיו, בשעות הקשות האלה, אני מאמינה הרבה. Et maintenant qu'on traverse ces heures difficiles, je crois énormément. J'ai énormément d'émouna. וגם מאמינה שאתם צודקים, mais je crois aussi que vous avez eu raison pendant tout ce temps-là. החיים נותנים לבן אדם הרבה. La vie donne beaucoup à l'homme, mais pas tout. אין לו ברירה כמעט בכלום. Il a le choix presque sur rien. L'homme a taille faut les valèdes, il choisit pas quand et où il va naître. Vélo les éorim les valèdes, et il choisit pas non plus ses parents. Avaldi ayatov, mais moi ça allait très bien. Haïti yalda datid be'eretz Israël, imorim niflaim itrem. J'étais une enfant religieuse en Eretz Israël avec des super parents, vous. Et là, vous voyez, on retrouve l'histoire de l'identité. Je sais où j'étais en Eretz Israël, je connais ma place aussi. J'étais là, j'étais une enfant religieuse en Eretz Israël, et j'avais des parents super. Vous, tout ça, c'était clair. Donc maintenant, aujourd'hui, qu'il y a un truc des terroristes et tout, moi, mes idées sont claires et restent claires.
Regardez comment elle reste claire chez elle. Shaot Gedolot le Ayuli, j'ai jamais eu des heures grandioses. Les Los Achitiv et Kanere Gamlo Eske, ça, j'ai pas eu la chance de l'avoir et apparemment je l'aurai pas non plus tard. Aval Todot Lachem, Avarti et Kol Amifranim, Mifrana Kavod, Beshaot Aktanot Vaforot, Shaot Ayom Yomiot et Regilot. Mais même si j'ai pas eu ces heures grandioses, tous les petits défis de la vie de tous les jours, même dans les petits moments, eh bien, j'ai passé tout ça et j'ai réussi à passer tous ces moments-là. Ima altifki arbek shahamut. Maman, je veux pas que tu pleures beaucoup quand je vais mourir. Chez les Rivka Ivaled Yeled, quand sa sœur Rivka va avoir un enfant, Tikroulo al Shmi, je veux que vous l'appeliez à mon nom. Ilan ou Ilana. Soit Ilan, soit Ilana. C'est important, cette histoire de transmission, je veux que ça continue. C'est pas parce que je meurs que ça doit s'arrêter. Alors appelez-le Ilan ou Ilana, et Ilana, il va continuer à vivre. Éduquez-le exactement comme vous m'avez éduqué, qu'il soit fort. Et qu'il sache exactement quels sont ses buts et pourquoi il est né. Je sais que vous avez eu une vie difficile avant et après que je sois né. Et que et quand je vais mourir, probablement ça va être encore plus dur. אבל תזכרו תמיד שהקשיים והסבל תמיד הביאו איתם שעות של שמחה וסיפוק. Mais n'oubliez jamais que toutes les difficultés dans la vie ont toujours charrié avec elles un tas de smachot, un tas de joie et un tas de contentement et d'envie d'être en vie. Anilo bocha, einaim sheli yeveshot, moi je pleure pas, mes yeux sont parfaitement secs. Lo koev li Shahamut, et j'ai même pas mal de savoir que je vais mourir. Anilo mitzayeret, je regrette rien. Ou kshagit Shema Israël besha achrona, arshav alechem. Et quand je vais dire Shema Israël tout à l'heure, lors de ma dernière heure, alors je dirai Shema Israël et je vais arshav alechem et je vais penser à vous beaucoup. Aïti tzricha la tête la tset la tioul azé. Je devais sortir à ce tioul. Asur lanu lashbit et achaim. On n'a pas le droit d'hypothéquer la vie. À Sakanat Mounalanou Bekol Makom. De toute façon, le danger, il est partout. Il est caché partout. Veim Xera Xera Machamaim Tamit Titkayem. Si Dieu il a décidé quelque chose, ça se passera toujours. Im Nitrabe Bamiklatim, si on se cache dans les Miklatim, à Sakana Shelanou Gdola Yoter. On est beaucoup plus en danger si on se cache dans des abris. Mutav Lichiot Chaim Inoshiim, vaut mieux vivre une vie normale de Ben Adam, d'être humain. Veler al Kiddush Hashem et mourir en faisant Kiddush Hashem, en sanctifiant le nom de Dieu. Tamirta vazeh sheu acharon sheli baolam, titnu lekol bnei hamishpacha likro. Faites lire cette lettre-là à tous les bnei hamishpacha, tous les gens de la famille. Ou masrou la emdash, et passez-leur un grand bonjour. Be'ava rabba mimeni, avec beaucoup d'amour de ma part. Ou lechol ha'edidim v'ashchenim, tous les amis, les voisins, timseru be'atzlacha. Passez-leur et dites-leur Be'atzlacha dans ce que vous allez faire, de la réussite. Zo izdamnut achona, be'ot sha'ani elech mikem. Elle a comme une névoie ici, Ilana. Elle voit les choses. Elle dit dans 1 heure au plus, je serai parti de vous. C'est la dernière chance. Shalom ve'leitraot epa'am, be'ava rabba, bitrem Ilana. Adieu. Et j'espère qu'on se reverra un jour. Be'ava rabba avec beaucoup d'amour. Votre fille Ilana. Vous vous rendez bien compte que dans cette lettre-là que je viens de vous lire, c'est les ados qu'on a dans les mains. Ilana Neyman n'a rien de spécial. C'est pas une super ado. Dans ses bulletins de notes, il n'y avait rien de stipulé. C'est pas une guide naturelle. C'est juste une fille qui a reçu une éducation de bonne qualité, qui sait qui elle est, qui sait quelle est sa place, qui sait où elle veut aller. Et là, elle va devoir s'arrêter. Mais elle veut pas que ça s'arrête. Elle veut qu'on appelle les futurs bébés en son nom. Elle veut qu'on passe cette lettre, qu'on fasse du chinour en Israël, qu'on lise. Et moi, en tant qu'éducateur, je lis cette lettre depuis des dizaines d'années. Et je dis à tout le monde de la faire passer pour respecter son vœu, parce qu'Ilana Neyman, c'est le modèle. On a tous une Ilana Neyman. Moi, j'ai appelé une de mes filles comme ça. On a tous une Ilana chez nous. On a tous un Ilan. On a tous un garçon. Ils ont les mêmes capacités. Alors, on espère que ces capacités-là, c'est pas pour mourir. C'est pas pour écrire des belles lettres avant de mourir. C'est pour vivre. Mais vous ne pouvez pas comprendre le trésor qu'on a dans les mains si on n'est pas conscient. Si on n'est pas conscient que le chinour, c'est de diriger cette énergie de vie.
si on n'est pas conscient que le chinour, c'est d'aider ces gens-là à grandir, à atteindre leur vrai niveau. Et les enfants qu'on a dans les mains, les enfants qu'on a été, qui étions dans les mains de nos parents, on a un potentiel x2, x5, x10 que celui qu'on ressort. S'il y a une source d'énergie inutilisée et très mal recherchée dans le monde, c'est l'énergie de ces enfants-là. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, soit bourreau, soit victime. On a l'impression des fois, oh là là, il casse tout, il crie. Oui, mais si on apprenait à diriger cette énergie, si on apprenait simplement à donner une expression à toute cette force qu'il y a dans nos enfants, si on leur faisait confiance, quand on leur fait confiance vraiment, et si on les protégeait jusqu'au bout quand on veut les protéger, eh bien, on aurait énormément de choses à raconter, on aurait énormément de fois où on serait tellement fiers de nos enfants qu'on ne saurait même plus à qui raconter, parce que cette problématique-là qui revient tous les jours, et moi en tant qu'éducateur, on vient me voir, je reçois en privé, on me dit voilà, il a fait ci, il a fait ça, il n'écoute pas en cours, il dessine, il rigole, il répond effrontément. On ne sait pas diriger cette énergie-là. On ne sait pas la canaliser, on ne sait pas l'encenser, on ne sait pas lui donner une véritable expression. Et si on savait le faire, alors ça se saurait et on aurait beaucoup moins de problèmes. On n'aurait plus de titres dans les journaux, etc., sur nos enfants qui ont fait des bêtises ou qui ont posé des problèmes. On n'aurait que des titres où on serait très, très fiers de la génération qu'on a aujourd'hui dans les mains. On va faire une petite pause et on revient tout de suite. Merci. Alors, vous allez me dire, bon, c'est très bien, bien entendu, c'est très sympa, tout ce que tu racontes, etc. Mais nous, on se retrouve avec notre ado et on a des problèmes au jour le jour. Il a fait ci, il a fait ça, il a des mauvaises notes. Il a dit qu'il rentrait à minuit, il rentrait à 2 heures du matin. Comment on fait tout ça alors? Comment on fait cette redirection d'énergie? Comment on les prend? Bon, d'abord, c'est mon métier. Vous pouvez venir me téléphoner et je vous donnerai des renseignements, mais je ne suis pas là pour faire de la pub sur mes activités, d'autant plus que je le fais de moins en moins, vu que je me concentre actuellement sur un projet, justement, qui va essayer de vous aider. Mais je vais vous donner quelques techniques pour vous ressortir avec des éléments pratiques quand même, et beaucoup d'espoir sur vos enfants et les enfants qu'on a en main actuellement. La première technique va s'appeler la technique du canoë. Alors, la technique du canoë est très simple. Imaginez, vous avez un canoë et il est sur la rive. Ça arrive souvent quand on va à Tibériade et qu'après on veut monter au kayak chez les différentes sociétés qui font du kayak là-bas. Et ils vous disent très souvent, et faites un essai, vous allez voir, bon, traîne ton canoë jusqu'à l'eau et vous allez vous apercevoir que c'est le moment le plus difficile. Ah, le canoë, il faut le traîner sur les graviers, là, sur la rive. Par contre, dès qu'il est sur l'eau, vous apercevez qu'un petit coup de rame, il va à droite, il va à gauche, le courant l'emporte, on peut faire des kilomètres comme ça, c'est beaucoup plus facile. Alors il faut comprendre qu'un enfant, c'est un peu la même chose. Faites-le bouger, faites-le sortir. Mettez-le en action. Un enfant, il ne veut pas aller au mouvement de jeunesse, ben, qu'il aille voir une fois, qu'il aille faire un essai. Prenez un copain qui vienne le chercher. Une fois qu'il sera dans le move, qu'il sera dans l'action, il va y rester très souvent. Très souvent, on va pouvoir l'amener une petite correction à droite, une petite correction à gauche. Par contre, si vous le laissez dans son lit, si vous le laissez traîner, si vous le laissez, alors, il va rouiller, il va devenir de plus en plus paresseux, comme un canoë un peu qui est sur la rive, qui n'est pas dans son élément. Un enfant, il a besoin d'action, il a besoin d'éléments. La technique du canoë est très importante. La deuxième technique que je vais vous apprendre, c'est la technique du surfeur. Alors celle-là, elle est très simple. Imaginez quand vous allez à la mer, la première fois, vous vous souvenez quand vous étiez petit et que vous faites connaissance avec les vagues, ben, la première chose qui arrive quand vous voyez les vagues, vous prenez la tasse directement. Vous ne savez pas encore nager, vous vouliez voir les vagues avec papa et maman et être content, et puis vous allez avoir de l'eau salée dans le nez, c'est horrible, vous toussez et tout, vous dites je veux plus y aller, c'est trop dur. La vague vous retourne, et puis quand vous recommencez, vous avez ramassé du courage et vous dites allez j'y vais, cette fois la vague vous retourne, elle vous cogne la tête par terre et là vous dites non, j'y vais plus jamais. C'est la façon de considérer qu'effectivement la vague c'est le problème et que vous devez gérer le problème, mais vous n'avez pas les éléments pour gérer le problème. Et donc le problème vous submerge, vous dépasse. En général, vous allez aller prendre des cours de natation et vous allez vous apercevoir qu'il y a une deuxième façon de faire, c'est qu'il y a un problème qui est la vague, mais qu'on peut aussi le contourner. Une des façons de le contourner, c'est de plonger dans la vague. C'est très agréable d'ailleurs. La vague vous soulève un peu.
Vous plongez, vous la prenez pas en pleine figure, et là, vous buvez plus la tasse, plus d'eau salée dans le nez, on vous retourne plus avec un... Mais au contraire, vous découvrez même un certain plaisir à plonger dans la vague, et vous apercevez que quand on plonge dedans, elle est relativement molle, elle n'était pas si terrible qu'elle avait l'air, même si elle faisait 1,50 m ou 2 mètres. Finalement, avec un peu de technique, hein, en apprenant des choses, etc., on peut se débrouiller. Mais encore une fois, la vague est encore quelque part un problème que vous avez réussi cette fois à dresser un peu, à dompter, et donc vous êtes heureux. Il y a une troisième façon d'aborder un problème, et c'est pareil pour nos ados, quand ils vous posent un problème. Alors soit vous prenez la vague directement dans la figure, soit vous apprenez une technique qui vous permet de vous en sortir. Mais il y a une troisième façon de faire, qui est la technique du surfeur, qui est de rendre l'ado, et en l'occurrence ce que vous avez appelé le problème, quand il vous pose un problème, etc., le problème est vous, que vous soyez dans le même camp. Moi, je dis très souvent aux parents, avec votre enfant, vous êtes dans le même camp, c'est la même caisse, c'est le même intérêt. Arrêtez de dire l'intérêt des parents, l'intérêt de l'ado, qui a raison, non. Et soit on a raison tous ensemble, soit on aura tous tort. Mais actuellement, tout le monde souffre. La meilleure façon de faire, regardez, c'est celle du surfeur. Regardez le surfeur, il a rendu le problème, il l'a rendu un véritable kiff, un véritable plaisir. Il se promène avec le problème, et le problème n'est plus un problème, c'est un choutaf, c'est un accompagnateur, c'est un associé du plaisir de la vie. C'est comme ça qu'il faut voir votre enfant. Votre enfant, c'est la plus belle chose qui vous est arrivée, et moi, je suis contre les mères qui disent elles font ce qu'elles veulent, mais les mères qui ont envie de ne pas avoir d'enfant, elles ne savent pas ce qu'elles loupent. C'est la plus belle chose qui pouvait vous arriver, c'est d'avoir un enfant et de pouvoir, avec lui, avec les problèmes qu'il va avoir, grandir. Vous savez que dans la Torah, il y a écrit une phrase qui est très jolie, c'est « Altikra banaïr et la bonaïr ». N'appelle pas tes enfants juste des enfants, appelle-les des bâtisseurs. Mais en vrai, qu'est-ce qu'ils bâtissent ? Ils ne font pas des maisons, les enfants. Non, ce qu'ils bâtissent, c'est vous, avant tout. Regardez, quand vous éduquez vos enfants, eh ben, c'est vous qui vont bâtir. Vous étiez un jeune adulte, un jeune parent, et au bout de 50, 10 ans, vous êtes un vieux parent, intelligent, expérimenté, qui commence à comprendre. Vous avez appris à plonger dans les vagues. Moi, je veux que vous appreniez à devenir un surfeur. Un type qui, avec son enfant, va commencer à vraiment kiffer la vie, va trouver que sans son enfant, jamais la vie aurait eu le même goût et le même intérêt. Et c'est ce à quoi il faut arriver. Et c'est pourquoi, quand on va mener une politique avec un enfant, il y a une troisième technique. Je ne vais pas en faire, il y en a des dizaines, mais je ne vais pas vous apprendre aujourd'hui plus de choses que ça. Il y a une troisième technique, c'est jamais de mettre un projecteur direct sur la tête de l'enfant. Si vous lui reprochez quelque chose et que vous arrivez, vous dites, toi là, comme un policier dans un poste de police, là, viens ici, tu as vu tes notes, tu as vu tes trucs, et vous lui mettez le projecteur directement dans la figure, votre enfant ne suivra pas. Vous parlez à un mur. Au contraire, il va se borner. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, encore plus un adolescent, c'est quelque chose de très sensible. J'avais appris à l'école quand j'étais petit que si la fameuse chenille qui rentrait dans sa chrysalide, si on éclairait toute la journée, ben elle mourrait. C'est un peu pareil pour l'ado. Il a besoin d'un peu d'ombre, il a besoin un peu de tranquillité pour pouvoir sortir un papillon. Et ça, c'est votre rôle à vous de faire attention. L'ado, il est fragile. Ce changement-là pour devenir un adulte, c'est long, ça s'étale sur des années, c'est pas facile à gérer. J'ai des plus gros muscles, j'ai plus de capacités intellectuelles, mais en même temps, je suis tellement fragile. Et il faut gérer tout ça, et ça passe par vous. Et ben, si vous arrivez et que vous mettez alors, tu as vu ce que tu as fait, tu as compris, et ben, il peut pas grandir. Il peut pas. C'est castrateur, ça bloque. Alors, il faut pas non plus laisser tout faire, il faut mettre des limites, etc., mais il faut l'aider. Et si vous l'aidez à grandir, si vous arrêtez de mettre le projecteur directement sur lui, si vous fixez, comme le surfeur l'a fait, des buts communs, des choses qu'on va faire ensemble, etc., votre enfant peut grandir. Actuellement, je suis en train de travailler sur un projet qu'on va essayer d'étaler un peu à tous les Olim francophones, même de plusieurs années en arrière, pour essayer de construire des choses ensemble, pour essayer de donner de plus en plus de responsabilités aux enfants, d'arrêter de dire on a des solutions à tous leurs problèmes. Non, ils vont réfléchir avec nous, ils vont réfléchir aux problèmes des Olim qui montent en Israël, aux problèmes des ados Olim qui ont tout quitté et qui sont arrivés ici, et on va réfléchir ensemble. Ils vont être dans le même board, ils vont être dans les mêmes réunions, ils vont se former en même temps à Israël à un tas de choses pour être compétents, pour pouvoir résoudre le problème avec nous. Il n'y a pas eux et nous, il y a nous, avec un grand N, nous tous ensemble, nous et ces ados-là. Eh bien, vous allez voir que la créativité, l'inventivité, la motivation, quand tout est canalisé et en même temps
peut s'exprimer, eh bien, vous n'avez plus les mêmes enfants devant vous. Ça s'appelle le chinour de l'intérieur, l'éducation de l'intérieur. On n'a pas des heures aujourd'hui pour vous en parler. C'est un truc qui demande un éclaircissement. Moi, j'écris personnellement un bouquin sur ça. Le chinour de l'intérieur, c'est ce qui est écrit aussi dans nos textes. Il y a écrit chez nous « Vedibarta Bam » et tu parleras en eux. Il n'y a pas écrit « tu parleras avec eux ». Parler avec eux, leur faire de la morale de dehors tout le temps, et tu as vu et tu as fait, eh bien, c'est du chinour de l'extérieur. Ça arrive jusqu'à eux, mais ça rentre pas, ça pénètre pas. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, c'est quelqu'un qui vient, les hatifli, il vient m'expliquer combien il est bien et combien moi je suis pas bien. Il n'y a jamais personne qui peut comprendre quelque chose comme ça, qui peut accepter quelque chose. Par contre, quand tu parles de l'intérieur, quand il est persuadé que tout ce que tu dis, c'est pas pour te faire mousser, c'est pas pour rien du tout, c'est juste pour lui. C'est juste pour se conformer à sa voix un peu intérieure. Le Vedibartabam, c'est ça. C'est je passe à l'intérieur et je veux et je vais m'adapter exactement et comprendre et t'aider à comprendre qui tu es pour essayer de laisser ce qui tu es s'exprimer parce qu'on a besoin de ça dans le monde. Je vais juste finir sur une petite image. Pour finir un peu ce petit cours, cette émission de Plein Lado qui était un peu spéciale aujourd'hui, j'ai écouté un très très beau cours et je vais vous raconter juste l'essence de ce qui a été dit là-bas. Le cours, il disait comme ça, c'était mon ami Lali Deré, je l'avais écrit quelque part, qui l'a sorti, j'ai trouvé ça magnifique. Vous savez que quand on lit la Megillah de Purim, la Megillah Esther, alors il y a une obligation de dérouler toute la Megillah avant la lecture. Et c'est complètement illogique, parce qu'elle est bien enroulée dans son petit truc en bois, etc. Il n'y a aucune raison de la dérouler, de devoir la plier. On peut l'esquinter. C'est trop dommage de faire ça. Mais en vrai, le message qui est derrière cette histoire-là, c'est que quand on vous ramène une bêtise que votre enfant a faite, et voilà, et il a dit ci, il a dit ça, il a répondu comme ci, il a répondu comme ça. En dehors de tous les trucs techniques, vous savez, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, il faut séparer des fois les faits, des spéculations qu'il y a eu autour des histoires. Mais surtout, cette histoire-là, elle ne vient pas raconter votre enfant. Elle vient raconter une journée, une heure des fois de votre enfant. Votre enfant est tellement plus que ça. Votre enfant, c'est aussi le même qui va aider les petites vieilles à monter, qui a parlé avec la grand-mère pendant 3 heures, qui vous a aidé à faire la vaisselle, à arranger la cuisine, etc. Et tout ça, on a oublié parce qu'on a envie de mettre surtout l'accent sur les trucs qui nous inquiètent et pas tellement sur les trucs qui nous font plaisir. Et si on raconte pas toute l'histoire, si on voit pas l'enfant dans son ensemble, comme on doit voir la Megillah tout ensemble, la Megillah elle fait très peur, on veut nous tuer, on veut nous exterminer, mais quand on la voit tout ensemble, alors il y a un happy end et tout va bien. C'est pareil pour un enfant. Et un enfant, tout va aller bien, tout va bien se passer. Seulement, il faut contrôler, seulement, il faut aider, effectivement. Il faut le comprendre, il faut le protéger, et en même temps, il faut lui donner des endroits où il peut s'exprimer. S'il n'a pas une scène où s'exprimer, où exprimer ses qualités, alors ça va rester en lui. Ce bien inexprimé ne va pas sortir. Il ne va pas pouvoir. Le bien inexprimé, le bien que tu ressens et que tu ne peux pas exprimer, eh bien, il devient quelque chose de pas bien, de mauvais. C'est comme ça qu'un enfant répond à ses parents, dit des grossièretés. Il y a quelque chose qui n'a pas pu s'exprimer parce qu'il n'est pas comme ça. Eh bien, si on comprend tout ça et si on arrive à comprendre comment nos enfants sont tous des Ilana Neeman en potentiel, c'est-à-dire des gens qui ont reçu notre Hinour, qui ont reçu nos valeurs, qui ont intégré énormément de choses, mais maintenant, ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de l'appliquer, ils ont besoin de confronter ça à la réalité. Alors, si on leur laisse de la place pour tout ça, et c'est ce qu'on va faire avec les projets jeunes qu'on va essayer de monter ici, etc., eh bien, vous allez découvrir des personnages, des fois que vous ne soupçonniez même pas, que vous espériez au fond de vous, mais que vous ne voyez pas. On va les faire ressortir pour le bien de tous, d'Am Israël et de vous. Et peut-être qu'on va récupérer aussi les vrais parents qui, des fois, ont disparu un peu dans le collimateur à cause des angoisses et tout, et qui étaient des gens eux aussi tout à fait extraordinaires, qu'on a envie de voir résurgir aussi. Merci d'avoir été là avec nous sur Plein Lado. Je rappelle le numéro de la boîte vocale Radio Kalita 050 430 80 20 ou bien télécharger notre application Studio Kalita sur App Store et Google Play, www.studiokalita.com et un autre téléphone 02 940 15 77. C'était Bernard Zanzouri pour Studio Kalita, l'éducateur de Plein Lado. Rendez-vous à Plein Lado la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Merci. Plein Lado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.